Eh bien, bonjour. Bonjour, merci. Peut-être donc on se présente. Je suis donc Keren Déton, directrice du FRAC Grand Large Hauts-de-France à Dunkerque. Et nous sommes ici invités pour vous parler de la triennale Art et Industrie qui se déroulera l'année prochaine au mois de juin. C'est une triennale d'art contemporain qui est initiée par deux institutions, le FRAC, que je représente, et le LAC, dont la directrice est Sophie Warlop. Et ensemble, nous avons invité deux commissaires d'exposition pour cette édition. Camille, si tu veux te présenter. Oui, donc je travaille donc Camille Richer, je suis docteur en histoire de l'art et chercheuse, également enseignante. Et j'ai eu le plaisir donc d'être invitée par Keren et Sophie Warlop à être commissaire de la triennale aux côtés de Anna Collin. Nous travaillons également, en fait on travaille en trio, même plus précisément, puisqu'on travaille avec Henriette Villeroy, qui est une étudiante en curating. Voilà, on a construit notre équipe disséminée entre la France et l'Angleterre et la Belgique aussi pour ce commissariat d'exposition. Alors, un petit mot sur la triennale Art et Industrie. Ce sera la seconde édition, la première ayant eu lieu en 2019. Je vais vous parler donc des structures qui l'ont initiée. Donc le FRAC Grand Large qui est situé ici et donc à proximité le LAC, le lieu d'art et d'action contemporaine à Dunkerque. C'est une triennale qui prend la forme d'une exposition dans ces deux lieux, donc dans les murs. Ici donc des vues du FRAC qui est le FRAC AP2. C'est un bâtiment construit par les architectes Lacaton et Vassal à partir d'une halle industrielle sur la gauche ici, qui est donc servée au chantier naval. Et puis les architectes l'ont réinvesti, l'ont laissé dans son jus assez brut, et puis ils ont créé un double translucide juste à côté qui sert de lieu pour le Fonds régional d'art contemporain, donc à la fois un lieu de réserve et d'exposition et d'accueil donc des publics. Et là, à la P2, vous la voyez donc dans son jus ici avec un dessin de Yona Friedman pour une exposition réalisée récemment. Et puis juste à côté, vous avez le bâtiment du LAC, donc qui est un musée municipal qui est labellisé Musée de France, un musée qui est donc entouré d'un jardin de sculptures. En parallèle des expositions qui se déploient dans les espaces muséaux, il y a un parcours d'œuvres dans l'espace public à Dunkerque, qui est constitué d'une dizaine d'œuvres commandées. Ce sont des commandes à des artistes qui font l'objet de mécénat d'entreprises, puisque Dunkerque est une ville industrialo-portuaire, avec voilà, beaucoup d'entreprises implantées et d'industries qui vont apporter du mécénat en nature, en compétences, pour voilà, que la triennale aussi rayonne sur ce territoire-là. Et puis les productions sont aussi l'occasion de partenariats, mais on y reviendra, avec voilà, le soutien de l'association L'Art Contemporain et puis de la CCI du Littoral Hauts-de-France. La triennale, elle est aussi... comment dire, c'est pas juste un événement qui arrive comme ça. La première triennale, c'est contrairement peut-être à d'autres triennales qui sont souvent la volonté d'une municipalité, une volonté politique très forte. En fait, celle-ci est née un peu par hasard d'un désir de deux institutions qui étaient voisines, qui ont un objet commun, à savoir des collections d'art contemporain. Les collections du LAC vont des années 40 à aujourd'hui, celle du FRAC plutôt des années 60 à aujourd'hui, sur des axes d'acquisition qui sont sensiblement différents. Néanmoins, c'est vraiment né de ce souhait de porter ensemble un projet d'exposition qui fasse résonner nos collections avec un territoire donné. Et donc, dans les missions du FRAC, Fonds régional d'art contemporain, il y a une mission régionale, une mission de diffusion de la collection, un peu partout dans la région, de plein de manières différentes. Et donc, c'est l'occasion, autour de la triennale et des premières intentions,
On les a partagés avec les partenaires habituels du FRAC. Les partenaires sont des lieux d'art, comme des centres d'art, des musées, mais aussi des lieux qui ne sont pas d'art, comme des médiathèques, des écoles et des associations diverses et variées. Donc dans les résonances qu'on aura autour de cette triennale, il y a une thématique, un sujet particulier qui est traité par les commissaires invités, qu'on partage. Elles sont venues déjà présenter, comme Camille le fera tout à l'heure, les axes des sujets qui seront abordés. Et c'est l'occasion pour ces différents partenaires de se rencontrer, de créer des résonances. Ici, on aura des résonances sous forme d'exposition, où on mettra la collection du FRAC à disposition. On organisera des expositions, des prêts d'œuvres singulières dans des écoles, dans des mairies, des médiathèques. Et puis d'autres partenaires qui ont des programmations plus autonomes aussi vont pouvoir être associés. Il y a également des résidences d'artistes qui seront proposées, un programme de films avec le CNAP et Pascal Cassagno qui travaille au CNAP, qui est spécialiste de l'art vidéo, des films, qui avait déjà collaboré avec nous lors de la première édition de cette triennale et qui à nouveau prépare avec nous un programme de films dont la diffusion sera à la fois dans des lieux d'art et d'essai, mais aussi un programme de films à destination de publics empêchés, et en particulier celui des prisons. Et puis il y aura des conférences, workshops, performances. Donc une rapide présentation des deux institutions à l'origine de ce projet. Donc 2 collections complémentaires, le Fonds régional d'art contemporain et le LAC ont 40 ans cette année. Donc c'est vraiment la décentralisation qui est manifeste à cet endroit-là, mais avec des histoires très très différentes, puisque le FRAC, lui, est le fruit d'un partenariat entre l'État, les régions, avec un bâtiment une localisation qui est passée de Lille d'abord pour Dunkerque, et donc une présence, un soutien très important de la communauté urbaine de Dunkerque. Le LAC, lui, est un musée de la ville, comme je le disais, et donc avec une histoire qui émane vraiment de ce territoire-là et de collections qui ont été acquises sur place, et notamment grâce au mécénat des entreprises locales. Donc des collections d'art contemporain, moderne et contemporain, et voilà. Donc la triennale Art et Industrie, donc voici un premier exemple du nouveau logo, puisque à l'occasion de cette seconde édition, c'est vraiment des choses qui se structurent. En fait, ici, je vous présente quelques images de la première édition en 2019. C'était une édition qui s'intitulait Gigantisme, dont le commissariat avait été confié à Géraldine Gourbe et Grégory Lang. Le point de départ, en fait, c'était le CNAP aussi, quelque part, puisque le Centre national des arts plastiques crée des bourses de recherche pour les commissaires d'exposition. Et il se trouve que Géraldine Gourbe travaillait et avait obtenu une bourse de recherche. Elle avait travaillé longtemps sur ce sujet de la collection du CNAP après-guerre. Et ce thème de art et industrie était un sujet qui l'intéressait. Donc on a créé une équipe et on a fondé une collaboration très forte avec le CNAP pour pouvoir travailler à partir de leurs collections en particulier. Évidemment, mettre en valeur aussi les collections du FRAC et du LAC, sur une relecture des liens entre art et industrie après la Seconde Guerre mondiale, à l'époque des 30 Glorieuses. Et en particulier, ce qui était intéressant pour nous, c'était ce lien entre art et design, en particulier par rapport à la collection du FRAC. Et donc, les interactions, la manière dont l'économie, en fait, une approche aussi économique, historique, de ces liens entre art et industrie qui permettaient de revisiter les collections, et en particulier les collections du CNAP. Chaleur humaine. Donc après cette première édition Gigantisme, qui donc était
d'abord un projet avant d'être une triennale, qui était d'abord la volonté pour 2 institutions sur un même territoire, avec un objet mais des axes un peu différents. La collection du FRAC, par exemple, voilà, elle a un très beau fond d'œuvres de nouvelles avant-gardes, comme le minimalisme, l'art conceptuel, l'arte povera. Enfin, il y a voilà, des très beaux fonds historiques. Et puis jusqu'à aujourd'hui, le lac, lui, a des fonds importants plutôt autour de Cobra, de la figuration narrative, des nouveaux réalistes. Et donc c'était intéressant aussi de pouvoir, sur des périodes d'après-guerre, en fait, d'amener aussi ces collections à être présentées ensemble. Et en fait, pour la 2e édition, on a souhaité donner un peu des axes aux commissaires que nous invitions. Et ces axes étaient de toujours continuer à travailler sur des collections, c'est-à-dire amener d'autres lectures de l'histoire de l'art à partir des œuvres des collections publiques. Et puis aussi sur ce thème de l'art et l'industrie, la thématique de l'énergie nous intéressait. Elle avait été un petit peu abordée dans la première édition, mais c'est vraiment un thème qui entre en résonance avec l'histoire dunkerquoise, avec la transition énergétique dans les industries, la décarbonation. Il y a voilà, une réalité très très forte qui s'est accentuée évidemment avec l'actualité aujourd'hui. Ça n'était pas encore au moment où on a choisi le thème, mais voilà, on a vu que c'était un sujet intéressant. Moi, j'avais lu des ouvrages intéressants aussi sur la thématique de l'énergie dans les Energy Studies, plutôt étudiés dans le monde anglo-saxon sur l'histoire de l'art et l'iconographie aussi, qui est inspirée par l'électricité, enfin, voilà, par l'avènement en fait du monde industriel et notamment des énergies nouvelles. Voilà, donc c'était un sujet qui nous intéressait d'explorer. Et donc nous avons invité Anna Collin et Camille Richer à s'en emparer. Et je vais peut-être te céder la parole. Merci Karen. Peut-être qu'on peut se rapprocher l'ordinateur, ouais. Si c'est possible, si les câbles sont assez longs. Merci. Oui, comme tu le disais à l'instant, l'invitation, elle a été formulée à l'automne 2021. On était encore assez loin du mois de février, enfin pas tant que ça, et en fait on ne voyait pas vraiment arriver cette question des énergies et revenir à la question de la rareté des énergies, de leur prix et de toute la précarité que ça peut susciter. Donc au début, donc, cette question de l'énergie, bien sûr, avec Anna Collin, on l'a embrassée comme quelque chose d'extrêmement pertinent, c'est-à-dire cette question de la catastrophe écologique en cours, du rôle de l'art, de la production artistique aussi, à jouer par rapport à de nouveaux principes écologiques à adopter en exposant et en produisant des œuvres. Et c'est vrai que la catastrophe qui se passe, non pas écologique, mais diplomatique et guerrière qui se passe en Ukraine, a remis à nouveau en perspective ce projet que tu nous as proposé, ainsi que Sophie. Et pour revenir en quelques mots sur le cahier des charges, si on peut l'appeler ainsi, qui avait été formulé, c'était de penser donc une triennale qui est donc un terme qui excède, le sens strict de l'exposition, de travailler déjà à partir de deux collections, donc celle du CNAP et celle du Centre Pompidou. De penser également l'espace public, la production d'œuvres nouvelles, de penser les résonances, de penser aussi la préfiguration et la sensibilisation publique. Et donc on avait tout un cahier des charges qui était de composer à la fois avec donc des collections historiques d'art moderne et contemporain et de prospecter donc en tant que curatrice. La première chose qu'on a faite, en fait, je vous parle un peu de méthodologie, mais parce que mine de rien, c'est assez intéressant quand on se retrouve face à un sujet qui est aussi actuel et qu'on doit remonter. Donc nous, on s'est fixé comme borne chronologique. Tu évoquais tout à l'heure les 30 Glorieuses. Donc nous, on travaille à partir de la fin des 30 Glorieuses, donc à partir du rapport du MIT, donc de Donella et Dennis Meadows sur la finitude des ressources. Et
évidemment à partir aussi de 73 et du premier choc pétrolier. Et donc, on s'est retrouvé avec cette borne ouvrante, disons, de l'exposition qu'on a jugée pertinente, et on travaille donc jusqu'à nos jours, évidemment, parce qu'il y a il se passe énormément de choses aujourd'hui, mais on n'est même pas assez rapide, ni même assez outillé parfois pour absorber toutes les problématiques écologiques qui se posent autour des énergies. Mais tout ça pour dire que donc dans ce cahier des charges, on avait travaillé donc sur les énergies, des œuvres qui ont englobé la question des énergies depuis les années 70. Et on a pour ça 2 collections qui, au total, si on les associait, feraient plus de 200 000 œuvres. Donc, aborder en fait 2 collections comme ça aussi massives, c'est quelque chose d'un peu impressionnant. L'une, c'est à peu près 110 000, l'autre 100 000. Oui, on est quasiment à 210 000 œuvres. Évidemment, quand vous tapez énergie dans Navigart, que vous sélectionnez ces 2 collections précises, entre guillemets, ressortent énormément de choses. Et donc, on a choisi de commencer un peu à décliner tout un champ lexical, tout un imaginaire aussi des énergies pour commencer un peu mieux chercher, un peu mieux trouver des œuvres. Donc, par exemple, ça peut être des termes comme tout simplement charbon, comme pétrole, comme voiture, comme rayonnement électromagnétique, comme nucléaire, etc. etc. Et on s'est assez vite rendu compte d'une chose, c'est que donc on est parti avec des idées de base comme celle-ci, et on s'est rendu compte que quand on cherchait des œuvres, je vais le dire avec le plus de précaution possible, mais on est tombé sur beaucoup de pièces, certes très intéressantes, mais qui avaient énormément trait à une certaine vision du progrès, qui recoupait en fait certaines identités d'artistes, certains profils d'artistes, et en fait qui étaient énormément des œuvres réalisées par des artistes masculins qui faisaient les louanges, qui étaient très laudateurs par rapport à ces énergies. En fait, au début, sur les premières œuvres sur lesquelles on est tombé, en rentrant ces mots-clés, c'était des œuvres qui étaient relativement peu critiques. Évidemment, c'était absolument pas notre point de vue à nous. Alors bien sûr, on englobe tous les points de vue qui sont abordés, qui sont matérialisés, qui ont été pensés par les artistes. Mais on a été donc au début un petit peu débordé par cette question de est-ce qu'en fait, réellement, quand on cherche dans une base de données, on doit composer avec ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire peut-être une absence de tonalité critique assez marquée. Alors évidemment, ensuite, on a beaucoup développé tous ces mots-clés, notamment pour aller récupérer des œuvres qui traitaient de l'extractivisme, notamment aussi pour aller récupérer, retrouver, identifier des œuvres qui avaient trait à l'écoféminisme et plus largement à toutes les luttes conduites, menées par des femmes, notamment, par exemple, je pense à Greenham Common. Bref, on a fait tout un énorme travail de composition de ce champ lexical non seulement très proche des énergies et des sources d'énergie qu'on utilise, et ensuite on l'a élargi progressivement pour aller trouver en fait ce qu'on savait qui existait historiquement, mais qu'on n'arrivait pas à retrouver comme ça aisément dans les bases de données d'œuvres. Il y a une chose aussi, évidemment, qui a été fondamentale, ça a été en particulier au CNAP l'aide et le soutien des différents conservateurs et conservatrices, et notamment de Juliette Paulet, de Sandra Catini, et je les remercie, ainsi qu'évidemment Béatrice Salmon, de nous avoir accompagnés dans ces choix, de nous avoir aussi suggéré des choses et fait des recherches à nos côtés. Donc on a évidemment composé à partir de ces 2 collections principales, donc celle du MNAM, celle du CNAP. Évidemment, on a fait une relecture, ou en tous les cas un choix dans les collections donc, du FRAC Grand Large et dans celle du LAC. Dans celle du MNAM, on a eu le plaisir de pouvoir emprunter donc, des chefs-d'œuvre, 2 gros chefs-d'œuvre, l'un de Hans Hacke, l'autre de Ella Natsui. On partait un peu perdante au début. On nous avait promis de ne pas avoir le sasa, donc le manteau de Ella Natsui, qu'on a finalement eu. Et aussi, on a eu une chance inouïe d'avoir ces pièces de Simone Prouvé, qui n'est pas que fille d'eux, qui a été une grande tisserande et qui est encore une grande tisserande, et dont les pièces venaient tout juste d'être acquises par le Centre Pompidou quelques semaines, mois auparavant.
Et donc voilà, on a des pièces aussi qui ont été très peu montrées, qui ont encore très peu circulé. Au CNAP, on a eu aussi, comme je vous disais, les conseils très éclairés des équipes de conservateurs et conservatrices, notamment, je pense par exemple à cette pièce de Jessica Stockholder qu'on n'avait pas forcément identifiée comme étant quelque chose qui pouvait être intéressant et pertinent pour nous, et pourtant en fait elle fait revenir la question du foyer, des éléments de, disons, la grammaire minimale des éléments d'un foyer avec son réchaud comme vous le voyez. On a le grand plaisir aussi d'emprunter des pièces comme celle de Rado, donc ce collectif qui était formé d'une dizaine d'artistes qui ont mené toute une recherche autour donc une recherche et une matérialisation graphique, visuelle, autour des usages de combustibles, autour de la dégradation environnementale, autour du plateau des Mille Vaches et aussi jusque dans les Cévennes. Et on a évidemment ce grand plaisir aussi d'avoir cette pièce de Lillian Lane, excusez-moi si je me prononce mal son nom de famille, avec donc cette pièce magnifique de Liquid Reflections, qui est un disque qui tourne et qui fait en même temps bouger les sphères entre elles, et qui nécessite un noir absolu et en même temps qui est absolument fascinante et magnétique. Dans les collections du FRAC, donc, on emprunte donc cette superbe pièce d'Hassan Sharif, celle de Steve Di Benedetto, et peut-être que je peux en parler. J'ai un peu fait un cheval de Troie, je l'ai mise directement. J'en ai pas parlé. Cette pièce de Minya Biabiani, vous avez peut-être vu au Palais de Tokyo, qui est une grande installation qui s'intitule Diffé, autour de l'usage du chlordécone en Guadeloupe. Et donc ce sont deux grands bananiers en bois brûlé qui pendent, qui sont soutenus par des grands câbles autour desquels sont disposés au mur un grand nombre de céramiques reliées entre elles par de minces fils, fils également qui organisent la circulation de l'espace. Vous voyez des fils blancs qui sont en plein milieu de l'espace, et donc ces coupelles de calebasse qui contiennent de l'eau. Et donc le tout étant une superbe installation qui traite en fait de la dégradation des écosystèmes et de ce scandale environnemental qu'est l'usage du chlordécone. Et comme je suis une curatrice très appliquée, vous voyez, en fait, c'est moi qui suis sur la photo du Palais de Tokyo, en train de documenter pour Keren toutes les pièces une à une. Donc c'est une installation qui est assez conséquente. Il y a combien encore de céramique ? Quelque chose comme peut-être entre 300 et 500 petits morceaux de céramique qui sont tous disposés en constellation et qui organisent l'espace et organisent des moments de lecture comme des partitions. Diffé aussi, pour conclure sur cette pièce qui vient d'entrer dans les collections du FRAC, c'est le feu. C'est le feu et donc l'énergie, pour Minya Biabiani, cette énergie qu'il faut conserver pour continuer des luttes environnementales, et notamment en l'occurrence pour assainir les écosystèmes et cesser d'utiliser des intrants chimiques qui les rendent absolument stériles et dangereux pour la santé de tous les êtres vivants. Enfin, donc, les collections du lac, collections qui sont, disons, moins connues peut-être que celles du FRAC, et pourtant qui regorgent de pièces absolument passionnantes. Celle de Xenakis qu'on connaît un petit peu, les pièces de Jürgen Nefsger, qui est un photographe qu'on connaît aussi un peu, mais on a découvert notamment ces deux pièces de Michel Katz qui sont donc donc c'est des œuvres sur papier, et en fait qui sont réalisées dans les années 70 autour de la question de l'usage des ordinateurs et des machines à écrire, et plus largement des technologies et de la communication, la transmission d'informations par les femmes. Et ce que souhaitait, pour l'anecdote, ce que souhaitait absolument Michel Katz, c'était qu'elle soit propriétaire et qu'ensuite elle lègue au musée tous les moyens de pouvoir reproduire à l'infini, à volonté, toutes les sérigraphies de ces pièces, histoire qu'il n'y ait pas disons, de capitalisation et de montée en cote de ces pièces. Voilà un petit peu pour les collections à partir desquelles on a travaillé. Ça, on a parlé déjà tout à l'heure du rayonnement.
Alors oui, peut-être un petit mot avant de rentrer dans le cœur du sujet de la triennale. Ce sont des exemples de la manière en fait dont la triennale s'intègre pleinement dans le programme de diffusion du Fonds régional d'art contemporain. Et donc on a un dispositif qui s'intitule Élèves à l'œuvre, c'est-à-dire des prêts de 2 ou 3 œuvres dans des établissements scolaires, dans une vingtaine d'établissements scolaires chaque année. Et là, cette année, la thématique de la triennale a fait l'objet donc d'une partie des sélections d'œuvres, et ils vont faire l'objet de formations aux enseignants, et voilà, ça va vraiment rayonner dans tout le département du Nord et le département du Pas-de-Calais. Ça prépare aussi les élèves et leurs familles, parce qu'en fait, autour des expositions dans les établissements scolaires, il y a des vernissages. Enfin, voilà, ça touche vraiment très largement les habitants, et donc ça les prépare aussi aux thématiques de la triennale avant la grande ouverture en juin. Aussi un partenariat très important avec les écoles d'art de la région. Évidemment, alors il y a une école d'art à Dunkerque qui fonctionne aussi en binôme avec Tourcoing. Il y a aussi l'école d'art de Valenciennes, de Cambrai. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils sont vraiment associés à tous les niveaux, que ce soit production, accompagnement des artistes, dans une démarche de professionnalisation des jeunes artistes, mais aussi la recherche. Il y a une nouvelle revue qui est lancée dont la thématique est les énergies en éco. Donc ça permet de nous rassembler aussi et de travailler ensemble de plein de manières différentes, également dans l'accompagnement d'artistes en résidence, avec les universités aussi, tout un ensemble de travaux pluridisciplinaires et à l'échelle régionale. Et donc, ce qui nous a paru, j'évoquais un petit peu plus tôt nos recherches curatoriales, toutes les œuvres à partir desquelles on a réfléchi, pensé, parce que évidemment je dis évidemment, mais notre ligne curatoriale, ça a été quand même de partir des œuvres et de regarder ce qui avait été fait, ce qui avait été pensé, ce qui avait été imaginé, ce qui avait été élevé au rang d'utopie ou de propos critiques par les artistes depuis les années 70. Et donc notre enjeu, évidemment, c'était de partir des œuvres existantes pour suivre la manière dont les artistes s'étaient emparés de cette thématique. Et on a essayé de tenir une fine ligne de crête, de la respecter entre, d'un côté, donc aujourd'hui, ce qui guide notre curating, c'est-à-dire l'inquiétude et l'urgence écologique actuelle, et de l'autre, observer sans les juger et sans les mettre à part, toutes ces œuvres aussi qui parcourent les années 70, 80, 90. À partir des années 2000, ça devient de plus en plus critique, mais toutes ces œuvres du début de notre spectre chronologique qui témoignent d'une confiance, vacillante certes, mais quand même d'une confiance en le progrès, et d'un progrès permis par les énergies et caractérisé par des attitudes, oui, optimistes envers l'usage des énergies. Et donc, on a essayé d'être les plus, disons, les plus exhaustifs possibles et de raffiner tout le propos et toute la réflexion, bon, d'une part, évidemment, en partant de ce que ce sont les énergies aujourd'hui qu'on utilise, donc dans leurs différentes natures, donc physiques, socio-économiques, humaines et non humaines, écologiques. Et on a, ce dont on s'est rendu compte à partir de toutes les œuvres qu'on avait glanées, c'est que, au fond, traiter des énergies, c'était pour nous traiter de la question de la responsabilité humaine dans ce réchauffement climatique et dans l'invention de la prédation, disons, industrielle, environnementale. En fait, tout ce qui nous intéressait, c'était le rôle humain dans ces bouleversements environnementaux. D'où donc ce titre Chaleur humaine, qui n'est pas uniquement un titre acide et critique, qui est aussi un titre qui nous permettait de souligner des choses qui nous semblaient très importantes, et notamment toute la question des luttes, comme je l'évoquais un tout petit peu plus tôt à propos de Minia Biabani, de toutes ces luttes collectives, parfois anonymes, qui ont eu lieu pour essayer de défendre des rapports de prédation envers l'environnement. On va donc, j'en parle au passé, mais c'est pas du tout encore advenu, puisqu'on ouvrira donc le 10 juin 2023. On va donc, disons, faire progresser le propos à travers
disons 8 sections d'exposition qui commenceront au FRAC Grand Large, avec donc une première section intitulée Les sources du progrès. Là aussi, donc, avec une distance légère et un pas de côté par rapport à l'acception même de progrès, c'est-à-dire que c'est un terme qui va être lui-même réfléchi et critiqué au sein de cette section et au sein du catalogue de l'exposition. Là, par exemple, avec Hérault, qui cartoonise presque toutes les multinationales du pétrole, ou bien Sophie Ristaluber qui a documenté toutes les cicatrices dans le désert du Koweït qui ont été produites suite à la guerre du Golfe. Et donc, suite à ce conflit lié à des enjeux financiers et pétroliers. On a un deuxième chapitre, lui, qui s'intitule Ressources humaines. Donc, il va davantage s'intéresser, comme je l'évoquais un petit peu plus tôt, à la question de la solidarité dans les luttes pour préserver les environnements et en tous les cas pour amoindrir les effets des énergies sur les écosystèmes. Et donc, ce sera à la fois donc, une section sur ces luttes, mais aussi une section peut-être sur quelles sont les ressources qu'on mobilise au quotidien en tant qu'être humain pour s'énergiser. D'où, par exemple, cette machine à café du designer Jean-Philippe Lanclos, ou bien ce travail vidéo de Eden Tinto-Collins autour de la graine de cola. On a donc toute une section ensuite qui se poursuit, qui s'intitule Décor sans fatigue, donc toute une section qui met en valeur une chose toute simple, c'est-à-dire que, mine de rien, avoir besoin d'énergie, c'est avoir besoin d'une énergie autre que l'énergie humaine pour nous suppléer et pour démultiplier en fait la force d'un seul être humain. Et on regardera aussi dans cette section tout l'épuisement en fait des contemporains et des contemporaines qui sont dopés à une exigence en fait de productivité et d'être tout le temps efficace, énergétique et productif, avec donc des pièces comme la documentation et l'archive sur la Bed Peace de Chris Burden, ou bien ce siège d'Archizoom qui a l'air absolument sublime, mais qui en fait est une toile rigide et très très tendue sur laquelle en fait il est absolument impossible de se reposer et qui oblige en fait à être tout le temps en mouvement et tout le temps dans une forme de dépense et jamais de repos. Dans les fétiches, donc on va s'intéresser là un peu aux idoles énergétiques depuis les années 70, que ce soit les ordinateurs avec une maquette d'Elliot Noyce qui, elle, provient du MNAM. Et donc, on observera et on regardera un peu toute la question aussi de la réduction progressive de ce que c'est un ordinateur qui, au début, est une pièce à part entière et qui, en fait, devient ensuite cette petite chose qu'on peut tenir entre les mains et qui sont à l'origine d'une grande partie de la consommation d'énergie aujourd'hui. Pareil, on regardera aussi des choses comme les camions, et notamment les camions queer de Frances Ruiz, qui a travaillé sur toute la fantasmagorie et la sexualisation et les rapports de genre qui existent dans le milieu du transport routier, qui lui aussi donc, est une activité qui est extrêmement polluante. Dernier chapitre qui sera au FRAC, un chapitre qui a trait également à la rationalisation et à la question de l'énergie dépensée en un temps donné, avec par exemple cette superbe pièce d'Agnès Dénès sur une forêt primaire avant la lettre, où elle proposait donc un protocole de replantation de plusieurs centaines d'arbres, dont des individus ou des personnes morales pouvaient se porter pouvaient acquérir en fait un arbre, et l'enjeu était que chacune possède un certificat d'authenticité et que tout le monde soit solidaire et co-responsable de la préservation de cette forêt pendant 400 ans au moins. Et donc c'est toute une pièce en fait qui est sur une forme de ralentissement des atteintes à l'environnement. Au lac, ensuite, donc, se poursuivra l'exposition avec donc, une partie intitulée Espèces d'espace, alors avec des œuvres, par exemple, donc,
je vois que le nom est passé en dessous de l'image d'Alexandre Hogg, sur toute la modification des paysages et des environnements par les infrastructures de transport, notamment de transport des énergies et des sources d'énergie comme le pétrole. Au lac également, toute une réflexion autour des différents usages et des usages non productifs de l'énergie, avec par exemple cette sphère de Julie Freeman, qui est en fait une sphère qui fonctionne à partir d'urine. Et donc c'est tout un travail qui a été développé avec des designers et des architectes par l'artiste et enseignante Julie Freeman autour d'usages productifs de l'urine. Et pendant l'exposition, ça fonctionnera avec de l'urine synthétique, en l'occurrence. L'exposition, elle se terminera avec un petit clin d'œil à l'exposition ici, Barbapapa, avec donc une section intitulée Sisters in the System, tisser, composer, sauvegarder, où on s'intéressera aux différentes technologies de rationalisation et d'économie d'énergie par tout d'abord la carte à trous, la carte perforée qui a rationalisé le tissage, qui a permis également la production de musique mécanique et qui a été aussi aux origines des systèmes binaires informatiques. Et donc, nous espérons, chère Sandra, pouvoir rapatrier la pièce notamment de Matisse Collins qui joue la danse macabre. On en reparlera après. Et donc, nous sommes en train de travailler étroitement avec Maïka Garnica, dont nous espérons que nous allons pouvoir avoir un soutien des Flandres pour produire toute une pièce autour. Donc, c'est une artiste qui réalise des céramiques à partir desquelles elle joue de la musique et elle performe. Donc, elle est également musicienne. Et donc, nous espérons que nous allons pouvoir produire une pièce avec Maïka Garnica, qui donc travaille beaucoup autour de la vibration et de la question de la vibration des matériaux. Je vous le disais un tout petit peu plus tôt, et peut-être pour pas trop s'apesantir, je pense qu'il nous reste une petite dizaine de minutes, 5 minutes, ça va. Donc on a lancé toute une série d'études à différents artistes pour l'espace public dunkerquois. Donc des études qui sont donc actuellement en cours de validation, on l'espère, et sur lesquelles l'association L'Art Contemporain que mentionnait Keren un petit peu plus tôt nous apporte son soutien et son expertise également. On a donc plusieurs projets actuellement à l'étude, celui de Charlotte Courrier et Nicolas Nissi, qui ont proposé de réaliser une treille en forme de dirigeable pour partir en fait autour de questions de qu'est-ce que c'est de la façon la plus littérale possible l'énergie, avec quoi on s'envole. Tiffaine Calmette, qui est une artiste, elle, qui est invitée plutôt dans le cadre d'une résonance, mais qui aura peut-être un écho au sein de l'exposition, qui travaille dans un espace et dans un contexte pluriel extrêmement, disons, complexe, c'est-à-dire qu'elle est à la fois au sein d'une zone humide, elle travaille également au contact d'un ESAT et d'un foyer d'accueil pour personnes en situation d'autisme. Et la commande qui lui a été passée, c'est d'essayer de trouver le lien de jonction, le point commun entre ces différents espaces qui se tournent le dos et qui ne veulent absolument pas se rencontrer. Et donc de réunir les différentes énergies, à la fois de préservation de la zone humide qu'on voit, ce grand espace vert qu'on voit, oui, voilà. Donc à la fois réunir et faire se parler cette zone humide qui est un lieu de préservation écologique et de biodiversité, et également ce lieu de travail qui est l'ESAT, qui est un petit peu plus haut. On aimerait également produire cette pièce de Jo Burgard, donc qui est une dune magnétique, mi-dune magnétique, mi-tapis volant, réalisée donc à partir de carreaux de verre et de grès, au sein desquels seraient implantés des petits aimants qui est en fait une énergie absolument perpétuelle et a priori non polluante une fois que l'aimant est lui-même produit. Et donc ce serait une pièce qui serait un jeu pour les enfants dans l'espace public. En parallèle de quoi, Jo Burgard étant
en résidence à Saint-Martin-Boulogne, à la MECOP, donc à la Maison des enfants de la Côte d'Opale, avec qui, Keren, tu travailles depuis un certain nombre d'années maintenant. Donc c'est une structure d'accueil pour des enfants qui ne peuvent plus vivre au sein de leur famille même et qui, à peu près tous les ans, invite un ou une artiste à réaliser une pièce avec les enfants. Ouais, plus ou moins en fait. Ils travaillent plutôt avec la collection du FRAC Ouais. habituellement. Et là, c'est vrai que ça nous a permis d'aller un peu plus loin en fait dans le projet et d'accueillir chez eux Jo Burgard. Il y avait sur la pièce qu'on voit sur la photo tout à droite, on voit une pièce de Maki Suzuki qu'il avait réalisée donc avec les enfants. Et puis l'année passée, c'était des designers et botanistes qui étaient venus aménager la prairie-forêt de ce site. Donc voilà, Jo Burgard va, on l'espère, réaliser une résonance, 2 pièces en résonance, une qu'elle laissera aux enfants qui va fonctionner sur l'énergie magnétique et à Saint-Martin-Boulogne et à Dunkerque. Uriel Orlot, donc une pièce qui, elle, est encore en cours plutôt d'examen, où il va étudier la biodiversité au sein donc, des cales, des rampes de lancement, qui sont donc celles qui sont plutôt au nord, voilà, celle-ci, et étudier en fait toute la biodiversité au sein de ces espaces qui ont été pollués par la peinture au plomb, par les bateaux en fait qui ont été peints à ces endroits-là. Là, le FRAC est juste ici, en fait. Là, c'est l'endroit pour réparer les bateaux. On est vraiment à proximité. Le lac est de l'autre côté. Et effectivement, c'est toute l'histoire industrielle et des pollutions liées qui rejaillit avec l'énergie du vivant et des plantes. Donc, c'est l'occasion d'une étude botanique à laquelle les archives de la ville participent. Absolument, et donc ça donne un peu un aperçu pour le moment de quelle est la biodiversité, quelle est la flore en fait qui pousse dans un espace un peu anthropocénique, tout simplement, anthropogénique même. Jean-François Krebs, qui lui est en cours de réflexion sur une pièce qui intégrerait du verre réalisé avec de l'uranium, donc un verre phosphorescent, avec, comme on l'imagine de façon la plus idéale possible, une immersion des pièces sous l'eau qui serait phosphorescente à un endroit extrêmement accessible dans Dunkerque, et ensuite qui en serait sorti peut-être à travers une procession pour être installée ensuite hors de l'eau. Lisa Wakil, elle, va réaliser une fresque sur la maison du développement, une fresque dont elle élabore les motifs à partir de toutes les voies de transport des différents matériaux et sources d'énergie qu'il y a à Dunkerque. Et donc là, notamment, par exemple, on voit une voie de chemin de fer à partir desquelles elle réalise des motifs. Et donc, vous voyez toute une série de motifs en haut, donc tous ces motifs rouges, sur le fond rouge et sur le fond bleu. Et Élise Caron et Fanny Deveau, elles seront sur normalement le pont des Bains et réaliseront une pièce sur le fait de ne pas vouloir se lever le matin et vouloir paresser et de vouloir économiser, épargner le plus possible son énergie individuelle. Donc on aura normalement des pyjamas à manches à air qui flotteront sur le pont des Bains. Yemi Awosile, enfin, qui est donc une artiste basée à Londres qui s'implantera. Donc, vous voyez une œuvre de Tania Moreau à droite. C'est sur ce type de cuve que Yemi Awosile, ou en tous les cas dans ce type d'environnement que Yemi Awosile va s'implanter. Donc c'est une designeuse textile à la base qui commence à tisser également avec du métal, et elle est en train de réfléchir à une installation qui sera sur la cuve ou aux alentours de la cuve, donc qui est financée par Ruby Terminal, qui est un des mécènes de cette triennale. Voilà. Une œuvre de Laure Prouveau qui est en résonance, qui sera inaugurée, on l'espère, au même moment. Donc les projets, les productions et la triennale, c'est aussi l'occasion d'inviter sur un plus long terme, un plus long cours, les artistes. On a parlé de Tiffaine Calmette qui travaille avec les Papillons Blancs et puis une association ad hoc, un projet qui s'appelle l'Effet Papillon.
Hugh Nicholson, un artiste britannique, Christophe Franken, Jo Burgaard, Caroline Leméoté. En fait, c'est vraiment tout l'écosystème et tout le tissu artistique, culturel, social, éducatif qui a mis à disposition aussi des contextes et des possibilités d'accueil d'artistes pour avoir un temps long et un temps de production qui permettent d'être en résonance et d'associer éventuellement les habitants de la région. Donc, bon, voilà, un certain nombre d'associations et des projets de médiation qui sont associés. Et puis, un rendez-vous qui vous est donné le 10 juin à Dunkerque pour l'inauguration. C'est une triennale qui est sur un temps long. Elle commence le 10 juin, elle se termine le 7 janvier 2024. Voilà, c'est vraiment le temps qui permet aussi la rencontre. Ce sera évidemment scandé de tout un tas de rencontres, de performances et d'interventions. Et si vous avez des questions, on est à votre disposition. Merci.